bienvenue ici en direct au Ludilab et chez vous pour 2 journées de laboratoire un peu folles. Il a été le complice de Fred et Sabine pour toute une génération de fans de l'émission C'est pas sorcier. Depuis, celui que l'on connaît pas plus peut-être par son prénom que par son nom de famille poursuit sa mission de journaliste, vulgarisateur et animateur dans une autre émission, Le Monde de Jamie. Le confinement lui a d'ailleurs inspiré l'enregistrement de rendez-vous quotidiens, des capsules de confinés dévoilant les secrets de l'arc-en-ciel, des orties ou encore du savon. Aujourd'hui, il est avec nous, connecté, pour lancer l'Exploratorium avec une masterclass. La culture scientifique pour tous, c'est maintenant. Bonjour, Jamie Gourmaud. Bonjour, Jamie. Bonjour, Alex. Bonjour, Sarah. Alors, c'est Cécile, mais bon, c'est presque pareil. Cécile, pardon. Il n'y a aucun Ça souci. commence bien. Alors, on a du monde autour de nous. Oui. Il y a également des questions qui vont bien sûr parvenir. Absolument, toujours sur le site siliconevendée.com et puis également un petit public qui est avec nous. Il y a des élèves de CE1, CM2 qui sont là avec voilà, des gens qui ont vraiment envie de vous poser des questions, Jamie. Et moi, j'en ai une première, c'est pourquoi ce titre, la culture scientifique pour tous, et pourquoi avoir choisi de vouer une bonne partie de votre carrière à démystifier la science? Ah, eh bien, Cécile, je vais tâcher d'être bref. Vous touchez au cœur du sujet qui m'anime depuis maintenant plus de 25 ans. Vous savez, quand on parle de culture générale, en général, on évoque la poésie, le théâtre, le cinéma, la photographie, la littérature. On peut aussi parler de sculpture, de peinture. Mais dès lors qu'on essaie d'y glisser le mot science, on dit tout de suite « Ah mais non, ça c'est la culture scientifique ». Or, je considère que la science fait partie intégrante de notre culture générale. Et ce que nous avons vécu il y a quelques semaines et ce que nous vivons encore aujourd'hui le montre bien. C'est-à-dire que on a besoin, pour comprendre le monde dans lequel on vit, de culture scientifique, de données scientifiques, sans pour autant être nous-mêmes scientifiques. De la même manière que on va visiter le Louvre et qu'on arrive devant la Joconde, on n'a pas besoin de savoir que c'est Léonard de Vinci qui l'a peint, on le sait déjà. Et bien de la même manière, on devrait être en mesure de savoir la différence entre une bactérie et un virus. Ça devrait faire partie de notre culture générale et ça nous amènerait à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et puis à accepter certaines choses, à participer à d'autres. Voilà, pour moi, la culture générale doit intégrer encore plus qu'elle ne le fait aujourd'hui les données scientifiques. Est-ce que vous étiez un bon élève, Jamie? Ah, c'est pas à moi qu'il faudrait le demander, c'est à mes enseignants. En tout cas, est-ce que c'était pour vous, cette période scolaire, quelque chose de joyeux sur ce registre-là, et notamment les cours de sciences, puisqu'on peut supposer que ça nourrissait déjà une certaine curiosité? Alors en fait, il y a 2 questions dans ce que vous venez de me poser. Est-ce que j'aimais l'école? Est-ce que j'aimais les différentes classes par lesquelles je suis passé? Eh bien, je crois qu'il y en a que j'ai beaucoup apprécié, d'autres un peu moins. Ça tient énormément aux enseignants avec qui on étudie et ça tient aussi aux individus parce que l'enseignant que moi j'ai aimé n'est pas forcément l'enseignant que mon voisin de table appréciait. Donc, il faut faire très attention quand on dit « Ah, cet enseignant est excellent, on l'aime bien ». Non, celui qui le dit, c'est celui qui aime bien cet enseignant. Donc, ce ne sont que des cas particuliers. Ensuite, les sciences, je vais être très franc avec vous, pas vraiment, puisque j'ai fait une série littéraire et que j'ai fait ensuite du droit, une école de journalisme. J'ai d'ailleurs fait mes premières armes de journaliste en Vendée, aux côtés de Jean-Michel Mousset, qui était sur votre plateau tout à l'heure. Très bien. Donc, comme quoi, finalement, hein, il ne faut pas cloisonner littéraire scientifique. Je crois qu'on a une question dans le public et donc on va l'écouter. Une question, Alex, de... Absolument, de Thomas. Bonjour Thomas, voici le micro, tu peux le prendre. Il y a Jamie qui est juste là et qui te regarde en direct. Bonjour, Quelle Thomas. était ta question? Pourquoi aimez-vous faire des reportages? Alors ça c'est le métier de
de journalistes. Il y a un auteur qui disait que les journalistes étaient des historiens de l'instant. Je ne sais pas si ça te parle. Un journaliste, il aime raconter des histoires, mais il aime raconter des histoires sur ce qui se déroule à l'instant où il les vit. Et durant eh bien, toutes ces années et toutes les années, j'espère, où je vais encore travailler, c'est ce que j'aime faire, c'est-à-dire arriver quelque part, voir des choses et les rendre intelligibles pour les personnes qui sont autour, te raconter une histoire à toi, voir quelque chose avec mes yeux, tout décrypter et faire en sorte que toi, Thomas, eh bien, tu vas apprendre des choses et tu vas apprécier ce que je suis en train de te dire et que tu vas découvrir le monde qui t'entoure. Alors, ce travail, on peut le faire dans une multitude de directions. Moi, je le fais en ce qui concerne la science, l'environnement. D'autres le font en ce qui concerne la politique, l'histoire, l'économie, la santé, etc. Et oui, ce travail de transmetteur inspiré, idéalement. Je crois que nous avons d'autres questions. Ah oui, et j'ai l'impression que ce ne sera pas la seule parce que Charlotte m'a rejoint. Bonjour Charlotte. Bonjour. Toi, tu es en quelle classe? CM2. CM2. Alors, tu vois, Jamy est là aussi. En général, on le voit à la télé, dans des émissions ou dans ses capsules sur Internet. Et là, il est là pour toi, pour vous. Quelle est ta question? Comment est-ce que ça vous est venu de faire ces vidéos quotidiennes? Ah, les capsules de confinés. Ça tombe bien, c'était une de mes questions. Merci Charlotte. Bonjour Charlotte. Et les enfants, si vous avez le sentiment que je n'ai pas répondu clairement à la question, n'hésitez surtout pas à le dire. On a parlé il y a quelques instants, et on va en parler d'ailleurs de ce métier que je fais depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Il repose sur le questionnement et chaque fois que nous ne comprenons pas quelque chose, chaque fois que vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez jamais à relever la main et à dire « je n'ai pas compris ». Je n'ai pas compris. Tant que vous n'avez pas compris quelque chose, eh bien, il faut poser la question. Je fais ça depuis 25 ans et c'est le seul moyen que j'ai de rendre tous ces savoirs que je vais glaner ici ou là, de les rendre accessibles auprès d'un public comme celui que vous constituez. Alors, pourquoi j'ai eu envie de faire ces capsules? C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est ma compagne, mon épouse. C'était juste avant le début du confinement, c'était le confinement a commencé le 17, c'était le 16. Le 16 mars dernier, on savait que ça nous pendait au nez. Et là, Manuela m'a dit, mais si on doit être confiné, au départ on parlait de 3 semaines, si on doit être confiné, il faut absolument que tu réalises tous les jours une petite vidéo dans laquelle tu vas divulguer un savoir, raconter une petite histoire. Une capsule quotidienne que j'ai baptisée ensuite capsule de déconfiné, en référence aux capsules de décaféiné. Voilà, c'est parti comme ça. Alors, comme je vous le disais, initialement, on prévoyait réaliser ces capsules pendant 3 semaines et ça a duré un petit peu plus longtemps puisqu'il y en a eu 55. Et quand je dis « on », c'est parce qu'elles ont été réalisées vraiment à la maison, dans mon jardin, dans mon atelier. Et le on, eh bien, c'était ma compagne, Manuela, qui tenait la caméra, un smartphone, et puis qui réalisait tous les décors, toutes les maquettes, et puis moi. Voilà, on était vraiment que tous les deux pour fabriquer ces capsules. Donc on imagine que c'est une occupation à temps plein quand même. Ça a dû bien occuper les journées de confinement. Ah ben, pas à temps plein, parce que justement, pendant ce temps, moi, je continuais à travailler, à écrire les futures émissions du Monde de Jamy, parce que le confinement a été déclenché par chance à mon retour d'une période de tournage. Donc, je suis rentré de tournage moi le vendredi et le confinement a été déclenché le mardi. Donc, j'étais vraiment moi dans une période d'écriture des prochains Mondes de Jamy. Donc, j'ai beaucoup travaillé pendant cette période. On peut l'imaginer, effectivement. Merci Charlotte. Alex?
Jamy parlait justement de ces 55 jours de confinement. Je pensais aussi, il y a d'autres artistes qui ont fait, et je pensais d'ailleurs à un artiste français que beaucoup de gens connaissent, c'est Bob Sinclair, qui s'est enfermé dans son studio à Paris et qui, tous les jours, pendant 1 heure, mixait pour les gens à travers le monde qui étaient confinés. Allez, revenons à nos questions en direct, toujours sur le site siliconvendée.com. Et là, nous avons Alban qui nous a rejoint. Bonjour Alban. Elle est où Alban? Oh, Alban, pardon. elle est juste derrière. Voilà, c'est que vous êtes nombreux et nombreuses. C'est pour ça. Rappelle-moi, donc Alban, ta question, pardon. Pourquoi ça s'appelle une capsule? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi ça s'appelle une capsule? C'est un mot que j'aime bien, le mot capsule, parce que une capsule, c'est ce qu'on envoie dans l'espace. Voilà. Donc, c'est un mot qui me fait rêver. Et puis, dans notre jargon, eh bien, c'est un terme qui revient assez souvent pour décrire des petites vidéos assez courtes. Alors, on peut parler de programmes courts, de petites vidéos. Moi, j'aime bien ce mot capsule. J'ai beaucoup d'amis en Belgique et eux utilisent beaucoup ce mot capsule pour décrire ces petites vidéos qui font quelques minutes. Voilà, pourquoi la capsule? On va continuer. Moi, j'ai envie de savoir, avant de donner la parole, comment on peut trouver l'inspiration pour 55 capsules? Est-ce qu'il y a toutes les idées qui étaient déjà là ou finalement c'est au fur et à mesure en fonction de quoi? C'est vraiment au fur et à mesure. En fait, comme je vous le disais au départ, le confinement devait durer 3 semaines. Donc, au moment où on a décidé de se lancer dans cette aventure, évidemment, il y avait 2-3 idées qui traînaient et je me disais, je trouverais toujours quelque chose à raconter. Alors évidemment, il y a eu des jours où il y avait l'angoisse de la page blanche, des matins où je me levais et je me disais qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui. Parfois, je me couchais la veille avec une idée en tête et puis je me levais le matin. La météo ne convenait pas à ce que je voulais raconter ou je découvrais quelque chose dans mon jardin qui m'inspirait davantage. Donc, je changeais mon fusil d'épaule et je passais à autre chose. Et elles ont vraiment été réalisées, alors peut-être pas en permanence au jour le jour. Parfois, on a eu 2-3 jours d'avance, mais c'est arrivé très, très rarement. La plupart du temps, je me levais le matin très tôt, aux alentours de 6h, 6h30. J'écrivais jusqu'à 8h, 8h30, parce que quand on écrit une capsule d'1 minute, au départ, elle est beaucoup plus longue. On rassemble beaucoup d'informations et ensuite, on élague pour que ça tienne, que ça fasse réellement 1 minute, pas plus pas plus de 60 secondes. Donc, on élague. Et puis, ensuite, je confiais le texte à Manuela qui préparait le décor, les maquettes. Moi, je retournais à mes réunions Zoom pour l'écriture des prochains mondes de Jamy, comme je vous le disais. Et puis, en général, on tournait entre midi et 2. Voilà comment se déroulaient nos journées et comment les sujets étaient trouvés. J'ai à peine répondu à votre question, Cécile. Si, voilà. Bien sûr. En tout cas, c'est intéressant de voir que ça s'est construit comme ça, un peu au fil de l'eau. Je crois, Alex, que nous avons plein de questions pour Jamy. Ah oui, plein de questions dans le public avec Léon qui est en CM1. Léon, alors, je te donne le micro. Voilà, Jamy est juste en face de toi et tout le monde t'écoute en direct depuis le Ludilab. Comment avez-vous fait les maquettes? Comment est-ce que vous avez fait les maquettes, Jamy? Alors, c'est ce que je vous disais, c'est pas moi qui les fabriquais, c'est Manuela, ma compagne, qui est artiste et qui a un talent fou pour fabriquer des choses avec les objets que nous avions autour de nous. Parce qu'une fois encore, tout cela, ça peut sembler assez simple, mais quand on se remet dans le contexte du confinement que vous avez vécu, eh bien, nous étions cloisonnés chez nous. Et comme tout le monde, nous ne pouvions pas sortir. De toute façon, tous les magasins dans lesquels nous aurions pu nous approvisionner en matériaux nécessaires pour la fabrication de ces maquettes n'étaient pas ouverts. Donc, il a fallu faire avec les moyens du bord. Et il y a des personnes qui ont un talent extraordinaire, c'est le cas de Manuela, pour détourner les objets. Se dire, tiens, j'ai besoin d'un demi-globe. Qu'est-ce que je vais utiliser? Et tac, on ressort un saladier et elle peint le saladier. Elle transforme le saladier en demi-globe. Un autre moment, je me souviens d'avoir eu, parce que j'expliquais
l'éruption du piton de la Fournaise à La Réunion, il me fallait une coupe de notre terre, une fois encore, mais dans l'autre sens, dans le sens nord-sud. Et là aussi, elle a ressorti un plateau d'un appareil à raclette qu'elle a transformé et c'est devenu une coupe de notre planète. Et elle a utilisé un petit flacon de sérum physiologique qu'elle a vidé de son contenu, elle a remplacé par du ketchup et c'est devenu de la lave. Voilà. Bravo, plein d'imagination. Et alors justement, Jamy, vous parlez de cette expérience. On a une question qui vient de tomber en direct là, sur le site siliconevendée.com, toujours la même plateforme pour entrer en contact avec nous en direct pendant ces 2 jours. Alors, on nous dit, lors de sa vidéo sur le piton de la Fournaise, il disait qu'il ferait une méga capsule dessus, un projet qu'il fera, point d'interrogation, un voyage pour quand on veut un Jamy au sommet du volcan. Waouh. Alors, vous aurez Jamy au sommet du volcan. Il se trouve qu'on est en train de préparer une émission sur les volcans. J'en ai déjà fait plusieurs. Là, vous tombez à pic parce que c'est le sujet que je préfère. Je suis devenu passionné de volcans. Je suis allé plusieurs fois à La Réunion. Je suis monté plusieurs fois sur le piton de la Fournaise. Mais c'est un volcan que je n'ai jamais vu en éruption. J'en ai vu beaucoup d'autres en éruption, mais celui-ci, je ne l'ai jamais vu en éruption. Et donc, nous sommes en veille pour partir sur la prochaine éruption. Il a donné des signes de vie, enfin des signes d'activité, parce qu'il est toujours en activité. Il faut savoir que le piton de la Fournaise, c'est l'un des volcans les plus actifs de la planète. Il entre en éruption en moyenne 2 fois par an. Et il a donné encore, il y a quelques jours, avant-hier, des signes d'activité. Moi, je suis en relation tous les matins. J'ai des nouvelles de l'Observatoire du volcan qui me dit un petit peu comment il va. Il y a 2 jours, il a donné de nouveaux signes d'activité. Le problème, c'est qu'à La Réunion, le territoire est toujours fermé et il faut, avant d'y rentrer, faire une petite quatorzaine. Or, quand le volcan entre en éruption, il faut aller tout de suite dessus. Si on arrive et que l'on passe 2 semaines dans un hôtel à attendre, il y a de fortes chances qu'au moment où nous sortirons, eh bien, il sera de nouveau en sommeil. Donc, on va attendre que toutes ces dispositions changent pour retourner sur le volcan. Mais je m'y prépare et je vous promets que ça a été l'une de mes grandes tristesses pendant le confinement parce qu'on était prêt à partir et on attendait cette éruption parce que le volcan depuis le début de l'année donnait vraiment de gros signes d'activité et s'il n'y avait pas eu le confinement, évidemment, j'y serais allé et je me serais approché d'une coulée de lave pour aller, je l'ai déjà fait une fois, pas sur celui-ci évidemment, et je serais allé cueillir une goutte de lave. Waouh, en tout cas, c'est pour bientôt, donc on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, Jamy. Je crois que nous avons une nouvelle question. Cécile, vous avez vu, j'apparais, je disparais, j'apparais. C'est beau. Je suis sur le plateau, je suis en public. Journée sportive pour Alex. Moi, c'est beaucoup plus calme. Bonjour, Jeanne. Jeanne. Chana. Pardon ? Chana. Chana. Ça fait plaisir, il n'y a pas de quoi qui me trompe. Voilà. C'est pour être accord avec Jamy, c'est vraiment sympa. Voilà. Bravo. Nous t'écoutons. Est-ce que ce métier, c'était le métier que vous voulez faire quand vous étiez petit? Tu as quel âge, Jana? 10 ans. 10 ans. Eh bien, écoute, ce métier, j'ai eu envie de le faire à l'âge de 11 ans. Quand j'avais ton âge et quand j'étais un peu plus grand, j'allais en colonie de vacances, comme toi aussi peut-être, et dans les colonies de vacances où j'allais, eh bien, il y avait des équipes et on tournait. Alors une équipe un jour faisait la vaisselle, une autre s'occupait de ranger tous les jeux, une autre s'occupait d'organiser des activités et une s'occupait d'organiser le journal de ce que l'on avait fait la veille. Et j'adorais faire ça. J'adorais faire ça à tel point que j'échangeais ma place de vaisselle contre la place d'écriture du journal. Et à partir de ce moment-là, je n'ai eu qu'une seule idée en tête, c'est de faire ce métier. Voilà. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que je fais un métier que j'aime et aujourd'hui, c'est difficile de faire le métier dont on a envie, mais voilà, c'est une profession, un métier que j'ai envie de faire depuis, tu vois, que j'ai à peu près ton âge.
Super, merci beaucoup Jamy. Une autre question est arrivée sur la plateforme, Alex. Alors non, absolument pas. Voilà, c'est en train d'arriver en temps réel. Je vous ai signe juste discrètement pour que vous puissiez poser la prochaine question. Ah, très bien. Eh bien, j'en ai une. Moi, j'aimerais savoir quel est le mystère, Jamy, que vous rêveriez de percer, un secret, quelque chose qui reste une énigme et qui vraiment fait partie, alors, qui ne soit pas un volcan, mais peut-être sur un autre sujet. Alors, il y a une foule de choses qu'on a envie de savoir. Ce qui est intéressant avec la science, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait penser, et ce que nous avons vécu en est la parfaite illustration, on a toujours tendance à croire que les scientifiques ont réponse à tout, qu'un problème se pose et que les scientifiques vont trouver la solution. Ben, c'est pas immédiat. Il y a plein de questions qu'on se pose et je crois qu'on a été très surpris justement quand quand la Covid est arrivée, de ne pas trouver la réponse immédiatement. Ce que les gens ont eu du mal à comprendre, c'est que on ne soit pas en mesure de réaliser tout de suite un vaccin. On nous disait, mais on sait le faire, mais il ne sera pas disponible avant le premier semestre 2021. Personne ne comprenait, parce que la science avance à petits pas. Alors, parmi les choses que j'aimerais bien savoir, oui, ben, entre autres, j'aimerais bien savoir, dans les mois qui viennent, un petit peu la manière dont ce virus, le savoir un peu mieux, comment ce virus s'attaque à nos cellules, savoir pourquoi certaines personnes sont plus protégées que d'autres, savoir pourquoi finalement les enfants ne sont pas touchés. Et à chaque fois qu'on va découvrir des petites choses autour de ce virus, eh bien, on apprendra à mieux le combattre, à mieux s'en défendre. Voilà, ça c'est une des questions que j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir s'il y a eu de la vie sur Mars. Voilà, ça c'est une question que j'aimerais bien, une question à laquelle j'aimerais bien avoir une réponse. Merci beaucoup et c'est particulièrement d'actualité, en tout cas ce qui concerne bien sûr le coronavirus. Et il y en a d'autres, hein. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Savoir comment l'eau est apparue sur Terre. Vous voyez, il y a des choses toutes bêtes comme celle-ci. L'eau, voilà. Et on sait que sur notre planète, on a de l'eau qui est en cycle permanent, que nous buvons ce midi, les enfants. Vous avez bu l'eau que buvaient les dinosaures. Eh bien, cette eau, elle est arrivée sur Terre et elle est en cycle permanent. Mais comment est-elle arrivée sur Terre? Aujourd'hui, il y a plusieurs hypothèses. Ben voilà, ça fait partie des questions auxquelles j'aimerais bien avoir une réponse. Et dès que je trouve un article sur le sujet, eh bien, je me précipite pour savoir où en est l'état de la recherche. Merci beaucoup, Jamy. Et puis, on voit l'œil qui pétille, alors ça donne envie d'avoir les mêmes questionnements. Une autre question, Alex, avec un jeune homme. Alors, avec Jules, qui va prendre la parole dans quelques instants, mais que vous soyez à la maison, peut-être même au bureau, en cachette, en train de nous regarder à la cool, n'hésitez pas, vous continuez à vous connecter sur le site siliconevendée.com pour accéder directement aux questions, pour être avec nous en direct tout au long de cette journée et également demain, samedi. Jules, bonjour. Bonjour. C'est quand même impressionnant hein, d'avoir Jamy juste en face, enfin, par écran interposé. Nous t'écoutons. D'où vous est venue la passion pour faire ce métier? L'œil qui pétille, ça vient d'où? Alors, j'ai raconté un petit peu l'origine tout à l'heure, mais j'adore apprendre. J'aime bien le soir me coucher en me disant « Tiens, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose ». Ça, c'est le premier effet qui se coule. Et le deuxième effet qui se coule, c'est de partager ce que j'ai appris. Et pour partager ce que l'on a appris, ce que j'ai appris, eh bien, ça m'oblige à vraiment bien comprendre, bien conceptualiser le phénomène que je viens de découvrir, que je viens d'apprendre. Et une fois que je l'ai bien conceptualisé, que je peux poser des mots précis sur ce qu'il faut expliquer, eh bien, je le raconte et j'aime raconter des histoires, voilà. Et en particulier, enfin depuis maintenant une vingtaine d'années, des histoires de science. Voilà d'où ça vient. Merci beaucoup, Jamy. Alors, on imagine qu'il y en a eu des moments, des voyages, des situations pour justement raconter. Et il y en aura d'autres. Mais là, tout de suite, si on vous demandait, c'est quoi un moment que vous avez envie de nous partager, un moment fort, un moment, alors je ne vais pas dire le meilleur, parce que j'imagine qu'il n'y en a pas qu'un, mais un moment fort en émotion.
Je pourrais vous raconter ce que j'ai vécu il y a 2 jours, parce que là je rentre de tournage, mais je vais remonter de quelques semaines en arrière. À la mi-février, nous sommes en train de préparer une émission sur la communication animale. Et à la mi-février, nous sommes allés tourner à La Réunion, une fois encore. Nous sommes allés tourner avec des dauphins. Et donc, j'ai pu m'approcher de dauphins sauvages. Je dis pas nager parce que j'étais avec des scientifiques. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'approche des dauphins est remise en question parce qu'on dit les humains n'ont pas à les déranger, ces animaux. Là, j'étais avec des dauphins en liberté, des scientifiques qui ont une approche très vertueuse parce que d'abord, on commence par repérer les bandes dauphins au large, alors on les repère à l'œil, et puis ensuite, on s'approche d'eux et on essaie de prendre un petit peu d'avance sur les dauphins en calculant leur route, et puis on se met à l'eau et on se laisse dériver. Et on laisse les dauphins s'approcher. Ce n'est pas nous qui allons vers eux à partir de l'instant où on est sous l'eau, où on est dans l'eau. Ce sont eux qui soit dévient leur route et viennent nous voir, soit ils passent à côté. Et j'ai eu la chance de faire une dizaine de plongées avec des dauphins qui sont venus vers moi et de les entendre. Alors, il y a les voir, mais aussi les entendre. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que quand j'étais petit, on regardait un film qui a fait la gloire du commandant Cousteau, et quand il parlait de la mer, il parlait du monde du silence. Je peux vous assurer que quand vous êtes au milieu des dauphins, eh bien, c'est pas du tout le monde du silence. C'est une véritable cacophonie. Vous entendez des sifflements, des clics, mais à tel point que vous avez l'impression que ces clics, comme des petites aiguilles, viennent vous picoter la peau. Et en fait, ils émettent ces sons, ces ultrasons, et c'est avec ces ultrasons qu'ils se bâtissent une image virtuelle de l'objet qui est en face d'eux. Et quand vous ressentez cela, eh bien, ça vous marque obligatoirement. Et c'est surtout, vous voyez, tout à l'heure on parlait de nécessité d'avoir des éléments de science. Quand on fait cette plongée, on peut bien sûr trouver cela beau. Mais quand en plus on comprend ce qui se passe, alors là, le beau devient extraordinaire. Et souvent on m'a dit, moi, la science c'est dommage, ça gâche un petit peu la beauté des choses. Eh bien au contraire, ça démultiplie la beauté du monde qui nous entoure. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'étais au milieu des dauphins. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. On s'y croit bien dans l'eau comme ça, avec les petits. Je ne sais pas vous, Cécile, mais moi j'ai vraiment envie de venir avec vous sur le prochain tournage. J'ai envie de mettre la bouteille sur le dos et de descendre comme ça avec vous. En tout cas, vous nous emmenez loin et vous nous faites rêver comme depuis toutes ces années. Thomas, bonjour. Bonjour. Rebonjour, Thomas. Oui, rebonjour, Thomas. Rebonjour. Je sais que tu as beaucoup de questions. Et quelle est la nouvelle question que tu souhaites poser à Jacques ? Vous prenez combien de temps pour faire un reportage ? Ah, j'ai eu peur, vous prenez combien d'aspirine? Ça doit dépendre peut-être pour les capsules, c'était peut-être plus court. Complètement. Les capsules, ça se passait très vite, hein, parce que je vous ai dit, le matin, j'écrivais pendant 2 heures, et puis ensuite, on tournait pendant une petite heure, et puis ensuite, voilà, mais ça durait 1 minute. Quand je fais un monde de Jamie, il y a en général une douzaine de jours de tournage hors transport, mais auparavant, il y a eu beaucoup de temps d'écriture et après, il y a beaucoup de temps de montage. Le monde de Jamie, c'est un documentaire qui dure presque 2 heures et c'est un film. Et pour bâtir un film comme celui-ci, c'est 1 année de travail. Donc, il y a à chaque fois, on travaille. Je travaille en permanence sur plusieurs films. Pas tout seul, hein, il y a bien sûr toute une équipe qui travaille avec moi. Donc, on est pendant 1 an sur le même sujet. Et en ce qui me concerne, moi, je suis
sur 5 sujets en permanence, avec des émissions qui sont à des stades de préparation très différentes. Certaines qui sont juste au stade de l'écriture, d'autres où l'écriture est terminée, on va commencer le tournage, d'autres qui sont en cours de tournage, et puis d'autres qui sont en cours de montage. Toujours un projet en cours, enfin plusieurs du coup. Alex a changé de côté, mais de nouvelles questions. Moi, je voyage, hein, Oui, à défaut d'être à moins 30 mètres avec vous, Jamy, dans les profondeurs, un peu partout dans le monde, je voyage. Ici au Ludilab, avec Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour. Votre question Bonjour, pour Cédric. Jamy. Bonjour Juste là. Jamy. Hop. Alors Jamy, vous expliquez en introduction que la culture scientifique, c'est un élément important de la culture générale. Vous êtes vous-même vulgarisateur depuis 25 ans. On n'a jamais eu autant accès à la vulgarisation scientifique par des vidéos, des podcasts, les musées, les émissions, etc. J'en passe, de qualité. Et dans le même temps, on a la sensation qu'il y a un certain recul, que des théories un peu loufoques ont aujourd'hui une certaine audience. La Terre serait plate, on ne serait pas allé sur la Lune. Voilà. Vous, de votre point de vue et de votre point de vue de vulgarisateur, de journaliste, est-ce que c'est quelque chose de décourageant ou est-ce qu'au contraire, ça vous donne encore plus envie d'effectuer votre métier et de nous donner envie d'apprendre? Ça me donne encore plus envie. En fait, quand j'ai commencé à faire ce métier, quand nous avons créé C'est pas sorcier avec Frédéric Courant, le paysage audiovisuel était très restreint. Il y avait 6 chaînes de télévision et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, le paysage audiovisuel s'est étendu. On a accès à de nouveaux supports, les web télé, les réseaux. Donc, l'espace de diffusion s'est démultiplié. Sauf que, en se démultipliant, eh bien, des communautés se sont créées. Quand on parle de réseau, on parle de communautés. Il y a effectivement, comme vous le disiez, beaucoup d'informations de qualité, de passeurs de savoir de qualité sur le web, dans des secteurs très particuliers. Mais ces secteurs, finalement, réunissent des communautés qui sont déjà sensibles au sujet qui est traité. Un petit peu comme les personnes qui achètent le journal Science et Vie sont sensibles à la science. Et je dirais que ce savoir ne déborde pas au-delà de ces communautés. Si on veut que cette culture, elle soit générale, alors elle doit être inculquée bien en amont. Et c'est à mon sens le travail de l'école. Et le travail de l'école qui doit sensibiliser les enfants, les élèves, les étudiants, pas seulement à la science pour qu'elle devienne l'outil du chercheur, l'outil du scientifique, mais à la science, comme je le disais, en tant qu'élément culturel. L'histoire des sciences, par exemple, serait un sujet passionnant à étudier parce que l'histoire des sciences permet de revenir à la base. Dès lors que vous étudiez un petit peu les précurseurs, les Galilée, les Copernic, eh bien, vous comprenez ce qu'ils disent, vous comprenez ce qu'ils écrivent. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la base, qu'ils sont à la source. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir un master en astrophysique pour comprendre ce que disaient ces précurseurs. Et donc, travailler autour de ces premières notions permettrait à tout le monde, y compris les gens qui sont réfractaires à la résolution d'une équation à 2 inconnus, eh bien, pourraient très très bien apprécier ce qui est dit ou expliqué par ces précurseurs. Donc voilà, moi je pense que c'est à ce niveau qu'il y a un travail à réaliser pour que la culture scientifique soit appréhendée comme n'importe quelle autre discipline de culture générale. Vraiment pour tous et pas uniquement pour un public averti. Merci Jamy. Complètement.
Je crois qu'il y a des questions sur la plateforme. Oui, Alex. sur la plateforme siliconevendée.com. On vous le rappelle, évidemment, c'est celle-là qu'il faut absolument utiliser pour pouvoir envoyer des messages en temps réel. Et il tombe là, sur mon ordinateur, juste à côté de vous, Cécile. Ça tombe bien. Alors, Raspoutine pose la question suivante. Pensez-vous que la percée de YouTube et des nouveaux vulgarisateurs scientifiques ont révolutionné l'accès à la culture scientifique, Jamy? Oui, elles l'ont facilité, mais c'est toujours pareil, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a du bon et du moins bien. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui énormément d'informations qui sont accessibles via ces plateformes. Et puis, il y a aussi plein d'autres informations qui circulent qui n'ont rien à voir avec la science, ce qui nous invite à être extrêmement prudents. Et là, je m'adresse en particulier à tous les enfants qui sont dans la salle. Quand vous lisez quelque chose, et je le dis aussi aux adultes, une information sur tel ou tel sujet, vérifiez toujours la source. Qui le dit? Et dès que quelque chose vous semble étonnant, un peu bizarre, allez vérifier une deuxième fois, croisez l'information. Vous voyez, il y a quelque temps, on disait que, je vais vous citer un bon exemple, il y a quelque temps, on disait que le plus gros porte-container français, Antoine de Saint-Exupéry, c'est le nom du porte-container, c'est un porte-container qui est capable de transporter 20 000 containers. On disait qu'il émettait autant de CO2 que la totalité du parc automobile français. Et cette information a circulé pendant des mois et des mois. Eh bien, on vient de s'apercevoir que pas du tout. Il émet l'équivalent de, c'est déjà énorme, 4000 véhicules, mais pas 40 millions de véhicules. Il y a quelques zéros d'écart. Voilà, il y a quelques zéros d'écart, sauf que voilà le type d'information qui peut circuler, qui peut et qui peut attirer l'attention. Et finalement, à force de circuler, on ne la vérifie plus. Il faut faire très attention à cela. Croiser les sources, ça c'est du vrai travail de journaliste à l'origine. On retrouve les sources aussi de la formation de Jamy, Alex et Hugo. Alors Hugo. Hugo qui est quand même très grand. Fera du basket, Hugo. Hugo, nous t'écoutons pour ta question. Est-ce que quand le virus sera parti, vous continuerez à faire des vidéos? Alors, les capsules de déconfinés? Voilà, alors les capsules quotidiennes se sont arrêtées avec le déconfinement, mais je continue toujours à réaliser des capsules. Elles sont hebdomadaires, maintenant elles sont un petit peu plus longues. Et tous les samedis, aux alentours, j'ai pas d'horaire très précis, mais entre 15 et 17 heures, il y a une nouvelle vidéo qui est publiée sur YouTube. Donc, ça continue. Maintenant voilà. Que l'idée est là, l'envie est là, elle est entretenue. Merci beaucoup, Hugo. Cécile et Jamy, les questions n'arrêtent pas de fuser dans tous les sens. Thaïs, c'est ton prénom. Et Thaïs, elle a une question, elle veut vraiment vous la poser, Jamy. Écoutez. Ça fait combien de temps que vous faites des vidéos? Alors des vidéos, tu veux dire mon métier de journaliste à la télévision, que je présente des émissions à la télé, ou les petites vidéos comme les capsules? Quelle vidéo exactement, Thaïs? Voilà. Je ne sais pas si tu as bien entendu, les capsules qu'il a fait pendant le confinement ou les toutes vidéos, les reportages en général. Toutes les vidéos. Toutes les vidéos, le métier avec de l'image Mon dedans. métier, d'accord. Eh bien, C'est pas sorcier a vu le jour ça va te sembler très 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 loin et tu vas te dire, finalement, sa barbe, elle a bien raison d'être blanche parce que C'est pas sorcier, ça a commencé en 1994. Donc tu vois, c'était il y a très longtemps. Et c'est la première émission que j'ai présentée un petit peu par hasard. J'avais écrit le concept, mais je ne l'avais pas écrit pour le présenter. Et puis auparavant, eh bien, je faisais des vidéos, je faisais des films, mais j'étais ce qu'on appelle JRI,
journaliste reporter d'images. Et ben voilà, je circulais un peu partout en Europe, dans le monde, avec ma caméra, et je faisais des reportages et des documentaires. En tant que JRI, voilà, donc 1994, on va partir de ça comme point de départ. On va prendre encore une question. Et puis dans le peut-être public, une dernière après. toujours, et la jeune Candice qui nous a rejoint. Bonjour Candice. Bonjour. Nous t'écoutons. Bonjour Candice. Pourquoi vous voulez faire ce métier? Mais je l'ai dit, tu sais, tout à l'heure, j'aime faire ce métier parce que j'aime apprendre et j'aime raconter. Voilà, ça m'épanouit d'apprendre quelque chose. Tu vois, ce matin, j'étais en train d'écrire quelque chose sur les chats, et puis oui, les chats. Hein. J'ai un chat qui s'appelle Nitro, et je suis en train de préparer quelque chose. C'est un peu trop tôt pour vous en parler, mais bon, j'étais en train d'écrire, et puis je pensais à la langue du chat. Tu sais, on a toujours eu, je ne sais pas si tu as un chat, mais les chats ont la langue râpeuse, tout simplement parce qu'ils utilisent leur langue pour se nettoyer. Et sur leur langue, en fait, ils ont des petites aspérités qui sont c'est des tout petits cônes, voilà, des petits picots, voilà, des tout petits cônes. Et ces petits cônes sont constitués de la même matière que nos ongles. Et ils ont ça sur la langue, et c'est ce qui leur permet de se nettoyer, et aussi, puisque ce sont des prédateurs, de détacher la chair qui est collée aux os de leur proie. Ben, tu vois, c'est une chose que je ne savais pas et que j'ai appris ce matin, et ça me réjouit de comprendre pourquoi la langue de mon chat est aussi râpeuse. Voilà, donc l'explication du pourquoi. On va prendre une dernière question en ligne. Oui, sur toujours notre site, sur lequel je vous invite vraiment à venir vous connecter et nous rejoindre, et faire également les différentes expériences dont on a parlé tout à l'heure. Baptiste, que nous saluons par la même occasion, faites-vous de la recherche, des expériences pour faire avancer la science, ou vous ne faites que lire des articles? Ah non, moi je ne suis pas chercheur. Je ne suis pas scientifique. Moi, je suis un passeur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis à la jonction, le trait d'union entre celui qui sait et celui qui veut savoir. Moi, je fais en sorte de rendre le savoir accessible. Le chercheur, celui qui travaille dans son laboratoire, qui fait des expériences, qui étudie, son métier, c'est pas forcément de parler, de raconter. Il est très occupé à faire ce qu'il a à faire. Mais moi, je suis là à côté de lui pour aller chercher les informations et faire en sorte que, au moment où il va parler de son travail, de sa découverte, eh bien de faire en sorte que ce soit accessible par le grand public. Voilà mon travail. Travail de trait d'union. Merci Jamy. Alors moi j'ai une toute dernière question qui va nous servir aussi de conclusion. C'est s'il y avait un message à faire passer à ces élèves qui vont bientôt aborder la période des grandes vacances, après une période un peu bizarre de confinement, déconfinement, quel serait ce message, Jamy, en ce 26 juin 2020 ? Eh bien, j'ai envie de vous dire, posez-vous des questions. Observez, quand vous vous ennuyez, observez ce que vous avez devant vous. Regardez les fleurs, regardez l'herbe, regardez les abeilles, les mouches, les insectes. Prenez une loupe, regardez, observez, posez-vous une question, allez chercher sur Internet. Et puis, si vous prenez du plaisir à apprendre, eh bien, vous ne vous ennuierez plus jamais. En tout cas, on sent que l'ennui ne fait pas partie de l'univers de Jamy Gourmaud, ça c'est sûr. Merci. Ah, il faut. J'aime souvent dire que... un peu quand même. Oui, il faut s'ennuyer, mais quand on s'ennuie, en fait, on cogite. C'est Boris Cyrulnik, je crois, qui disait que l'ennui, c'est le dimanche de la pensée. Il faut y penser aussi. C'est joli. Très joli. Et je propose qu'on termine sur cette belle formule. Merci. En vous remerciant vraiment, Jamy, pour ce partage. On remercie évidemment toutes les personnes qui étaient avec nous. Merci à vous, les jeunes, CM1, CM2, à leurs professeurs. Merci à vous qui étiez connectés à nous. Merci Alex. Évidemment, l'Exploratorium continue. Jamy, vous continuez à nous suivre, je suppose. Alors là, dans l'immédiat, ça va
pas être possible, mais j'ai entendu qu'il y avait des replays, donc bien sûr. voilà. Ça sera pour merci dimanche. beaucoup. Merci Jamy. Beaucoup, Jamy. Très bonne Cécile, journée. Sarah. Et merci Alex. Plaisir. Voilà. À bientôt. Au revoir. Merci À bientôt. beaucoup. Merci. On se retrouve donc à 15h pour le prochain rendez-vous. Merci, bravo à toutes et à tous. Et à 15h, Merci on les parlera enfants. Et bonnes digitalisation vacances. des métiers. Bonnes vacances. Au revoir. Merci.